Salam, Azul, bonjour. Le titre du vif du sujet d'aujourd'hui sera Algérie, l'armée et les élections. Quand ils désignent leur propre entité, les barons du régime algérien la nomment l'État algérien, ce qui n'est pas le cas de nombreux Algériens. Pour eux, les appellations foisonnent, oligarchie militaro-financière, mafiocratie, voire même monarchie. En vérité, la réalité du pouvoir algérien en Algérie a toujours été confisquée par l'armée et par ses services secrets, ou sa police politique, comme la nomment affectueusement ceux qui ont connu ses griffes. Aujourd'hui, en plus de quelques dizaines de généraux qui sont au cœur de la décision politique, il y a un seul civil. Et contrairement à ce que nous pourrions penser, ce n'est pas le président en titre, celui qu'on s'apprête à faire rempiler pour un 4e mandat. Peut-être à l'insu de son propre gré. Mais son frère, le civil qui, avec ses dizaines de généraux qui sont au pouvoir, est le frère du président, le fameux Saïd Bouteflika. Mais, pour la première fois depuis l'indépendance, cette armée, ou plutôt ces chefs de l'armée, ne sont plus un seul bloc soudé et consensuel, mais des clans qui s'affrontent. La scission est telle que de nombreux officiers à la retraite ou démissionnés contre leur gré inondent la presse de leurs écrits contre un 4e mandat pour Bouteflika. Certains voient en eux les porte-paroles d'une partie importante du haut commandement de l'armée et des services qui ont décidé, vaille que vaille, de faire élire un président qui ne peut même pas s'exprimer de façon audible et coordonnée, et de l'autre côté, d'autres qui font tout pour l'en empêcher. Avec nous, pour parler de ce problème épineux, un représentant du mouvement algérien des officiers libres, et par téléphone, le journaliste d'investigation Lounis Aggoun. Docteur Haroun Hassine, représentant du Maol, merci d'être avec nous. Alors, voilà, donc, vous venez d'entendre la petite introduction que je viens de faire. On dit qu'aujourd'hui, plusieurs généraux, plusieurs dizaines de généraux, se réunissent autour d'un trio, Saïd Bouteflika, Gaïd Salah et Toufiq, paraît-il, dont le nom est Medine Mohamed, et que ces gens représentent la réalité du pouvoir en Algérie. Êtes-vous d'accord avec cette vision du régime? Tout d'abord, je salue les spectateurs. Je crois que le fait de dire qu'il y a un trio, Saïd Bouteflika, Gaïd Salah et Toufiq, est quelque chose d'erroné. C'est parce que il n'y a pas de trio, il y a juste un duo qui est Saïd Bouteflika et Gaïd Salah. Toufiq est dans son propre camp. D'accord. Et il faut savoir d'abord que Gaïd Salah a déjà beaucoup de pression de la part de certains officiers. Et je dirais même que l'armée algérienne n'a jamais été aussi divisée que cette fois-ci. Parce que le candidat qu'on veut justement présenter à tout le monde comme un candidat de consensus est en fait un candidat qui divise l'armée, qui divise le commandement et qui divise même les officiers subalternes de l'armée. Tout simplement parce que, au vu du résultat des nombreux mandats de ce président, de Bouteflika, le bilan est tout à fait catastrophique. Oui, ne fait pas de doute. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, mais sinon, donc, selon vous, Toufiq serait toujours opposé à un 4e mandat, si je comprends bien. En fait, je crois qu'il faut d'abord noter que la situation que vit actuellement l'Algérie est due aux positions qu'a pris Toufiq au travers de la crise algérienne depuis 1990. Maintenant, il se retrouve dans cette, disons, dans cet état de fait, et il essaye juste de sauver ce qui reste à sauver de lui-même, c'est-à-dire sauver sa peau. Nous allons demander à notre ami Lounis Aggoun ce qu'il en pense. Lounis Aggoun, vous avez entendu le développement de notre ami Hassine Haroun, docteur Hassine Haroun?
Oui, bonsoir tout le monde Bonsoir. déjà. Je n'ai pas entendu le début de son intervention. Vers la fin, j'ai entendu une partie, mais je n'ai pas très bien suivi le début de son intervention. Ben, cela étant, moi, c'est des questions auxquelles j'aime pas participer en général parce que, à moins de savoir lire dans une boule de cristal, je vois pas très bien comment parler de façon intelligente. Bon, maintenant, on peut effectivement essayer de comprendre dans cette histoire, dans cette sorte de cyclone qui se déroule depuis à peu près une année, tirer quelques éléments qui méritent d'être retenus, mais sans plus. Hein. Mais quels sont, Lounis, quels sont les éléments qui sont en votre possession concernant cette division de l'armée, cette scission dont nous parle le docteur Hassin Haroun? Si tant est que vous en ayez. Parler de Bouteflika, grand frère ou petit frère, c'est déjà participer de la manipulation. Hein. C'est des gens qui n'ont strictement aucun pouvoir, qui n'en ont jamais eu, qui forment une sorte de façade pour nous permettre de brasser du vent autour de ça. Et derrière, la réalité, c'est même pas l'armée, hein, c'est le DRS. Même l'armée a été corrompue dès le départ de l'intérieur. C'est très facile de critiquer un régime en disant c'est un régime militaire, c'est une armée. Une armée, c'est des dizaines de milliers de personnes, donc personne n'est responsable. En fait, ça a été jusqu'à présent un tout petit noyau au sein du DRS. C'est une réalité qui dure depuis même pas 1962, depuis avant 1962 et la création du MALC par Boussouf. Et la nouveauté, c'est que après l'élection de la semaine prochaine, je crains que nous nous retrouvions dans une situation, enfin que l'Algérie se retrouve dans une situation encore plus dramatique que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, à savoir une continuelle descente aux enfers depuis 1962, où jamais une décennie ne se finit sans qu'une plus terrible ne s'inaugure. Ne commence. D'accord, Lounis. Et juste un petit mot pour finir. Oui. Si jusqu'à présent le DRS était, donc le pouvoir était aux mains d'une poignée de grands officiers supérieurs du DRS, je crains bien qu'ils aient réussi au cours des 10 dernières années, et c'est ça le rôle c'est ça que leur a permis de faire Bouteflika, c'est qu'ils se sont créés quand même une composante humaine qui fait que le système s'est épaissi jusqu'à présent, à l'élection de Bouteflika, c'était 3 hommes, puis 2 hommes, puis un homme autour, avec une dizaine d'officiers supérieurs autour de lui. Aujourd'hui, ils ont réussi à créer une sorte de vivier, plusieurs cercles concentriques, qui fait que le régime, c'est peut-être quelques centaines de milliers de personnes qui ne sont pas tous décideurs, mais qui sont partis. D'accord, Lounis Agoun, restez avec nous. Docteur Haroun Hassin, vous êtes d'accord avec notre ami journaliste qui dit que Bouteflika n'a aucun pouvoir, que en fait c'est juste une façade, que Saïd ne compte pas, ni Bouteflika Gazi? En fait, ce que dit M. Agoun a été vrai jusqu'à très récent, jusqu'à à peu près 2 ans, oui. Où le DRS, c'est vrai qu'il était détenteur de grands pouvoirs. D'ailleurs, la simple présence de Toufir depuis 90 à la tête de sa structure jusqu'à ce jour est un indicateur clé. Mais tout a basculé
il y a quelques années, quand les affaires ont commencé à sortir, c'est-à-dire les affaires de Sonatrach. Je crois qu'il faut apporter une précision, c'est que actuellement le pouvoir est entre les mains, non pas uniquement de militaires. Il est tout à fait important d'insister que Saïd Bouteflika a du pouvoir, que les Bouteflika ont su justement tisser une sorte de toile constituée de militaires et de civils autour d'un objectif commun qui est d'abord le pouvoir et surtout le partage de la rente. Et c'est ça justement qui fait que le clan Bouteflika est très puissant. C'est parce qu'ils ont su mettre la main sur Sonatrach, sur les revenus de la Sonatrach. Est-il vrai que Chakib Khalil aurait constitué pour les frères Bouteflika une caisse noire d'un montant colossal dont il serait servi pour acheter des réseaux Saïd Bouteflika étant très intelligent, et en venant justement au pouvoir, en venant aider son frère, entre parenthèses, il savait déjà que beaucoup de généraux, il faut le dire, sont corrompus. Beaucoup de généraux, ils sont manipulables, ils sont justement prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent. Et c'est ainsi justement qu'il a consacré, grâce à Chakib Khalil, disons, une seconde paye en dollars à ces généraux qu'il a réussi au travers, en dessous de la table, bien sûr, qu'il a réussi à ramener à travers dans son clan. Il les a achetés, quoi. Il les a achetés. En fait, il a constitué un semi-état-major qui lui est fidèle. Il a créé un vivier de généraux. Il a créé un vivier. Donc, dire que Saïd Bouteflika n'a pas de pouvoir n'est pas vrai. J'ajouterai aussi que le DRS a été mis à mal depuis à peu près 1 année et demie. Grâce aux infiltrations qu'a réussi à faire Saïd Bouteflika. Et justement, à ce sujet, on dit que personne n'arrive à expliquer la puissance de Saïd Bouteflika, non seulement au niveau du pouvoir, du régime, mais aussi en France, où il disposerait, dit-on, de réseaux, de lobbying, de lobbies de diverses natures, qui travaillent pour lui, pour son image de marque, qui poussent vers ce 4e mandat, qui réussissent à calmer la presse et même à la faire taire parfois. On parle de bajolais, on parle de lobby, paraît-il. Je viens à ça, pardon. Je rajoute juste quelque chose concernant Saïd Bouteflika et l'armée, et le DRS justement. Oui. Saïd Bouteflika a réussi à déstabiliser le DRS, et l'un de ses meilleurs coups a été de justement, je ne sais pas si je vais dire recruter ou ramener vers lui, disons recruter, parce que le général dont je parle, qui est Ahmed Kharfi, Ahmed Kharfi était le directeur de la sécurité intérieure, qui est appelée la DSI. Et la DSI est responsable de toute la sécurité de l'Algérie à l'intérieur. C'est-à-dire que les officiers de la DSI sont dans les partis, dans les mairies, dans les wilayas, dans les ministères. Et ils contrôlent tous les décideurs à tous les niveaux. Et ils contrôlent tout. Ça, c'est la DSI. D'accord. Et donc, le rapport quotidien qui est fait par la DSI est normalement envoyé au DRS qui est au FIR. Ce qu'a fait Ahmed Kharfi, c'est envoyer à son chef direct Tawfiq et envoyer une copie à Saïd Bouteflika. Et donc, au fur et à mesure... Attendez, pour qu'on s'entende bien, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. C'est-à-dire, ce responsable du DRS, qui donc rassemblait les rapports qui émanaient de tous les officiers qui sont placés au niveau de tous les responsables du pays, de la sécurité de l'Algérie, il les rassemble, et il est censé les envoyer à Tawfiq seulement, et donc lui envoyer secrètement une copie à Saïd Bouteflika. Absolument. Et quand je dis rapport, ça veut dire des rapports de faits communs sur la place politique, sur la place en général. Même les renseignements généraux lui envoient ces rapports. Et d'un autre côté, même les enregistrements des grandes affaires de contre-espionnage, de malversation. En fait, il lui donnait de la puissance sur tout le monde. Exactement. En fait, avec le temps, Saïd Bouteflika a réussi
à se construire une puissance, une présence au sein Un même du fichier. DRS. Un fichier, exactement. Et arriver même... Une base de données aussi. Une base de données, bien sûr. Arriver même jusqu'à, en deuxième lieu, recruter un autre officier de grande valeur par rapport à Tawfiq, qui est Al-Alali Rachid, qu'on qui a été nomme mis à la Attafi, retraite, je crois. qui a été... Qui était censé remplacer Il a été Tawfiq. mis à la retraite précipitamment, Oui. traité par Tawfiq comme un traître pour haute trahison. C'est parce qu'il a rejoint le clan de Bouteflika. Ah, d'accord. Et très récemment, il y a 2 mois à peu près, ce même Attafi a été nommé par Bouteflika comme le chef du DRS. Et son nom a été communiqué aux chancelleries étrangères comme l'actuel, le nouveau DRS à la place de Tawfiq qui aurait Exactement. été évacué. Exactement. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Or, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tawfiq a montré ses griffes. Parce que le tout est une affaire de dossier. Le tout est une affaire de puissance. Et donc, Tawfiq a été évacué, Ouais. du moins théoriquement, Ouais. presque remplacé par ce fameux Attafi. Et Tawfiq revient à son poste pratiquement par la force, puisqu'il Absolument. détient des, Il détient des atouts. dossiers, absolument. Et donc, Attafi a été rejeté. rejeté. A Et été rejeté. qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Ben, Attafi est en instance entre les États-Unis où il va se soigner et entre l'Algérie. Voie de garage. Voie de garage. Mais il n'y a pas que Attafi. Il y a aussi, par exemple, un des directeurs centraux du DRS, qui est le neveu de Attafi, qui s'appelle Alouesh Abdelhafid, qui était responsable des élections et du registre électoral algérien. Il a tout donné, tous les recensements, il les a donnés à Saïd Bouteflika. Et on récompense à cet officier qui est colonel, ou un jeune colonel. Ce dernier a été nommé dernièrement BS, c'est-à-dire chef du bureau de sécurité à Bruxelles, et il doit prendre son poste, il est actuellement à Bruxelles, il doit prendre son poste officiellement dans à peu près une semaine. Voilà. Et donc, ça explique en partie cette fameuse puissance de Saïd Bouteflika, Absolument. dont tout le monde se demande d'où Absolument. il l'a tiré. Absolument. Mais C'est avant parce qu'avec le temps, Oui. ça c'est uniquement au niveau du DRS. Alors je ne parle pas au niveau, au niveau de l'armée, parce Oui. que l'armée, les nominations, la puissance de Saïd Bouteflika est venue avec le temps. Il a nommé, paraît-il, des centaines de généraux. Exactement. Il a nommé beaucoup de généraux. 150 ou 200. De la région de Tlemcen et de Tlemcen, c'est pour justement, avec le temps, les utiliser le moment opportun. Et c'est ce qui s'est arrivé. Avant de revenir à notre ami Lounis Agoun, qui connaît un bout sur les relations algéro-françaises du dessous. On revient justement à votre question, Voilà. qui est la puissance de Saïd Bouteflika dans le lobbying en France. Et de la fameuse affaire Bajolet, absolument. Les lobbies dont certains seraient d'acquaintance sionisante. Absolument. Oui. Il faut savoir que l'Occident est pragmatique. L'Occident, c'est justement une affaire d'intérêt. Et la France, disons la France, a vu que son intérêt suprême est avec le clan Bouteflika. C'est pour ça qu'ils l'ont aidé tout le temps, et c'est pour ça que Bajolet a joué un rôle clé dans l'élection de Bouteflika pour un 3e mandat. Il a été faire du lobbying avec les Américains, et c'est lui qui a convaincu les Américains. Alors c'est un Français, un ambassadeur. C'est grâce à un ambassadeur qui fait du lobbying avec les Américains. Absolument. Et quel est son intérêt? Quel est l'intérêt de la France? L'intérêt de la France, c'est que tous les investissements algériens, tous les achats algériens se font avec la France. Et c'est ce qui s'est passé. La balance commerciale avec la France n'a jamais été aussi importante que cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des achats d'armement secrets avec la France? Il y a du petit armement, oui. Mais pas uniquement avec la France. Quand je dis lobbying, il faut savoir que nous savons, avec certitude, et le DRS le sait aussi parce que c'est de l'intérieur que ça vient, que Saïd Bouteflika s'est même réuni avec des agents du Mossad à Paris, avec les Français. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Vous avez des preuves? On est sûr de ce qu'on avance. Est-ce que vous avez des preuves? Des preuves, ça vient des rapports que nous avons, donc des rapports à l'intérieur du DRS. Oui. Je dirais mais c'est peut-être de l'intox? Non, c'est pas de l'intox. Non, c'est pas de l'intox. Nous savons parce que
Parce que c'est grave comme affirmation. Non, il faut l'étayer par des... Justement, enfin, oui. il faut parler des conséquences. Oui. L'un des paramètres qui a fait que Saïd Bouteflika ait justement cette faveur des Israéliens, je dirais des Israéliens oui. et des Français, c'est que les Israéliens ont été autorisés, par exemple, à venir, surtout en France, à venir faire un pèlerinage à Tlemcen pour la tombe d'Ephraïm Ekao, qui est Ephraïm Ekao, exactement. Un rabbin mondialement du 15e connu, siècle, oui. mondialement connu, qui a ramené les séfarades d'Andalousie vers le Maghreb. Oui. Et donc c'est lui qui a ouvert les portes. Oui. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les Bouteflika, je dirais, les Bouteflika ont promis des revenus. Enfin, de donner justement les anciens biens, de redonner les anciens biens des Juifs d'Algérie, et ils ont commencé à le faire. Non, mais au sujet de ce lobbying de réseau que financerait Saïd Bouteflika en France, est-ce que vous pourriez être plus précis? Qui sont ces lobbies? Est-ce que ce sont ces associations franco-algériennes qui foisonnent, qui sont financées par l'ambassade? Je reviens juste un point en arrière. Oui. C'est que la personne qui tenait, je reviens à dire que la personne qui tenait le bureau de sécurité à Paris pendant plus de 10 ans, à peu près 12 ans, c'est quelqu'un qui s'appelle Abdelhamid Ben Daoud, dit Général Ali, oui. qui est actuellement le directeur de la sécurité intérieure en remplacement à Bachir Tarta qui a été évincé. Exact. Ce Abdelhamid Ben Daoud, qui est originaire de Tlemcen, il connaît très bien les raisons en France. Et c'est lui, justement, oui. qui a tout organisé, que ce soit avec la mosquée de Paris, que ce soit avec les associations, que ce soit avec les agents qu'ils ont un peu partout en France. C'est eux qui ont organisé, justement, cette campagne de recrutement de fidèles, moyennant de l'argent, moyennant des facilités à l'étranger. Nous allons y revenir. Lounis Agoun, vous avez entendu ce que nous disait le docteur Hassine au sujet de ce lobbying français en faveur de Saïd Bouteflika? J'ai pas entendu la question. C'est à moi que vous la posez? Oui. C'est-à-dire, vous aviez entendu le développement du docteur? Oui. Non, mais tout ce que dit M. Haroun est très très intéressant et je suis persuadé qu'il dispose de sources très très fiables et il n'y a aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, il serait intéressant que tout ça puisse être publié et puisse être accessible à tous les Algériens pour que nous puissions avancer un petit peu sur des bases solides, parce que c'est ça le problème avec les Algériens, c'est que tous les matins on est obligé de réinventer l'eau chaude, la roue, le fil à couper le beurre, etc. Tout ce qu'il a dit donc paraît très cohérent, sauf que je retiens juste deux choses essentielles. C'est que il y a une guerre au sein du DRS, entre agents du DRS contre d'autres agents du DRS, qui fait que certains officiers supérieurs du DRS l'emportent sur d'autres officiers du DRS, et que Bouteflika là-dedans sert de sorte de liant avec les services étrangers, avec les puissances étrangères, avec les corrompus, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça remonte à hier, mais ça a l'air ça se passait il y a plus de 30 ans. Chedli avait aussi un immense pouvoir et il désignait des généraux. Et du jour au lendemain, il y a Khaled qui l'a pris par le cou, il lui a dit dégage et il a dégagé. Donc voilà. Par contre, tout ce que M. Haroun disait, c'est que d'un côté, on a le DRS, des officiers qui se font passer pour des militaires ou pour des agents au service du peuple ou au service de l'armée ou au service de la sécurité ou au service de la lutte antiterroriste ou je sais pas quoi, mais en tout cas qui n'ont strictement aucun rapport avec l'intérêt des Algériens.
et ils sont en relation directe avec des puissances étrangères qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est piller les ressources algériennes et maintenant au-delà de l'Algérie dans tout le Sahel, et empêcher ce peuple d'acquérir sa capacité à s'organiser pour reprendre en main son destin. Voilà, donc elles sont là les deux vraies forces. C'est d'un côté des gens qui veulent mettre le grappin sur les ressources algériennes, et par ressources, je dis des ressources minières, mais les ressources son sol, sa diplomatie, ses finances, toutes les ressources algériennes, et un noyau au sein des institutions algériennes qui sert ces intérêts-là, et qui sert des intérêts qui sont contraires à ceux du peuple algérien. Lounis Agoun, on est dans une situation, excusez-moi, je vais finir, et puis après vous rebondirez si vous voulez. On est dans une situation qui est pire que celle qu'ont connues les Algériens durant les pires heures de colonisation. C'est-à-dire que, à l'époque où la France colonisait l'Algérie, c'est-à-dire en 1945, où le mouvement national a atteint un stade de mûrissement pour lancer la guerre de libération, eh ben, les Algériens disposaient de beaucoup plus de leviers pour recouvrer leur indépendance qu'aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, tout le monde s'exprime comme si nous vivions dans un État souverain. Et elle est là l'ambiguïté. Ou on est dans un État colonisé, à ce moment-là, on prend nos responsabilités et on dégage ce qu'il faut comme perspective. Ou alors on est dans un État indépendant. Ben alors, à ce moment-là, la vie est belle et on continue comme ça. Lounis Agoun, durant la guerre de libération nationale, on entendait parler des porteurs de valises du fameux réseau Janssen, ces Français qui portaient des valises, des collectes pour le FLN, qui les emmenaient vers des comptes en Suisse pour alimenter la révolution algérienne. C'était des Français pour qu'ils ne soient pas repérés. Ils portaient des valises d'argent. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des porteurs de valises à rebours. C'est-à-dire il y a des gens aujourd'hui dont le rôle est de porter des valises d'argent de l'Algérie ou de ses comptes à l'étranger vers de nombreux politiciens français, vers de nombreux patrons de presse, vers de nombreux lobbyistes. Vous avez entendu parler de ces choses-là ? Ben, écoutez, ça c'était une réalité qui prévalait un petit peu durant les années 60, 70 et 80, où la corruption avait une dimension humaine. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Hein. Aujourd'hui, ils vont directement dans les caisses et épuisent des centaines de millions d'euros qu'ils se distribuent. Oui, pardon, juste une précision. Juste une précision. Quand je dis porteur de valises, j'entends bien qu'ils ne portent pas des valises. C'était pour faire le parallèle avec les porteurs de valises qui ramenaient de l'argent français vers les caisses du FLN. Et maintenant, je sais que ce sont des virements, que ce sont des... Mais je vous laisse poursuivre. Oui. Non, mais oui, donc cette corruption à base de valises, elle a existé. Effectivement, c'est ça qui a créé la base initiale de la corruption. Après, maintenant, ça a pris des proportions, non mais exponentielles. Et à la limite, les corrompus, la presse algérienne, qui est partie prenante de ces systèmes-là, quand on parle de presse algérienne, elle est, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que demain, cette presse qu'on appelle la presse la plus libre du monde arabe, eh ben, ça sera une cellule partie prenante du DRS parce que ils ont réussi, hein, et contrairement à ce que
Moi, je pense que effectivement, jusqu'au mois de janvier dernier, il y avait possibilité que Taoufik Mediane soit dégommé. Et moi, je vous pose la question entre un Saïd Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika et toute la famille Bouteflika et toutes les confréries des Zaouïas de Tlemcen. Sans le DRS, qu'est-ce que ça vaut comme pouvoir? Zéro. La question mérite d'être posée. Merci Lounis Aggoun d'avoir été avec nous. J'espère vous revoir bientôt parmi nous. Merci. Je reviens vers vous, docteur Haroun Hassine. Comment, d'après vous, vont se comporter ces deux camps de l'armée, puisque vous dites que l'armée est divisée, et je comprends qu'elle est divisée puisqu'il y a eu l'intervention de Zorwal, de Hamrouche, de gens qui ont essayé d'anciens généraux. D'anciens généraux en poste ne peuvent pas parler. Qui écrivent un peu partout dans les journaux. Et pas de n'importe qui. Et pas de n'importe qui, comme vous dites. Mais maintenant, d'ici au 17, selon vous, comment vont se comporter ces clans qui sont pour ou contre le quatrième mandat? Et surtout, comment vont-ils se comporter? Quelle va être leur attitude après le 17? Le problème, c'est que pour cette élection, oui. il faut préciser que le troisième mandat a été acquis à Bouteflika, c'est parce que Taoufik a dit oui. Bouteflika n'aurait jamais eu de troisième mandat si jamais Taoufik n'a pas été convaincu par les Américains d'accepter ce troisième mandat. Ça, il faut bien le préciser. Et pour ces élections, et donc en général, les élections, quand ça se passe, il y a justement au sein de l'armée une polarisation, et donc c'est tout le monde qui va voter pour le candidat de l'armée. Cette fois-ci, c'est complètement différent. L'armée est divisée. Je dirais, sans exagérer, que la plupart des officiers subalternes et des Djounoud sont contre Bouteflika parce qu'ils voient actuellement ce qui se passe. Et donc, en fin de compte, l'avenir de l'Algérie n'a jamais été aussi incertain. Je crois qu'on peut peut-être imaginer le pire. Vous pensez que le clan de Bouteflika, le clan qui est pour Bouteflika, ne contrôle pas la machine à frauder les élections? Il faut savoir que les Bouteflika, oui, parce que c'est tout un système, le steak algérien n'est pas uniquement mangé par les Bouteflika, il est mangé par des partenaires étrangers. Certainement. Ça, c'est très important. Oui. Et donc, les Bouteflika actuellement sont prêts à faire n'importe quoi pour rester au pouvoir. Et quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment, ça va... quitte à faire couler du sang... Ah oui, non, ça va couler de toute façon. Mais est-ce que, la question que je vous pose, d'abord, est-ce qu'ils maîtrisent la machine à frauder? Est-ce qu'ils vont le faire sortir? Ils vont la faire sortir. Et donc il sera élu. Absolument. Ah oui, absolument. Et après le 18? Après le 17, à partir le 18, ça va être de l'incertain. Il faudrait que le peuple algérien, une fois, et ça serait la fois ultime où il faudrait qu'il s'exprime pour changer, parce que l'avenir de l'Algérie, c'est pas le DRS, c'est pas Taoufik, c'est pas les Bouteflika. Ces gens-là, ils vont disparaître, et l'Algérie restera pour les Algériens. Et donc, une fois pour toutes, il faudrait que le peuple algérien s'exprime pour au moins reprendre son indépendance et pouvoir faire pour son pays ce que les martyrs, Allah yarhamhum, imaginer pour ce pays. Mais docteur Hassine, comment voulez-vous que les Algériens s'organisent? Autour de quelle force? Il n'y a plus de force. Le régime a tout laminé. Absolument, le régime a tout laminé. Mais le pouvoir du peuple vient du peuple. Donc ceux qui se sont tus pendant plusieurs années, ils doivent s'exprimer par les moyens qu'ils ont. C'est-à-dire que avec l'appui des gens qui sont au sein de l'armée. Parce qu'il y a des gens honnêtes au sein de l'armée. Alors, que pensez-vous, premièrement, du communiqué du fils qui appelle à une large concertation avec toutes les forces politiques présentes, même si elles sont latentes? Il faut absolument passer par une période de transition. Si j'avais un pouvoir, j'aurais arrêté cette mascarade du jour au lendemain. Il faut passer par une période de transition où il faut réécrire tout l'avenir de l'Algérie. Avec qui? Avec toutes les forces qu'il y a au sein de... Vous imaginez par exemple le FIS, le RCD, le FFF, toutes les forces politiques présentes sur le terrain. Toutes les forces politiques présentes qui ont un réel pouvoir sur le champ qui ont des bases populaires. militantes. Absolument. C'est-à-dire quelle que soit leur mouvance, leur ancrage,
Il y a péril en la demeure. Quelle que soit leur mouvance. D'accord. C'est le pouvoir du peuple. Et il faut revenir, on est dans le pétrin parce que justement on a ignoré le peuple, on a ignoré la volonté du peuple. C'est ça le problème. Et donc il faut revenir à cette entité importante, silencieuse qui est le peuple. Docteur Hassine Haroun, tout à l'heure nous avions parlé en dehors du studio, vous m'avez appris une terrible nouvelle concernant votre maman qui est souffrante, plus que souffrante, qui est mourante, qui est en phase terminale, qui n'est plus consciente. Et vous avez exprimé pour la première fois, vous n'avez jamais voulu contacter de quelque manière ni demander un quelconque privilège, mais pour votre maman, pour pouvoir l'embrasser une dernière fois, vous avez demandé un sauf-conduit, juste pour aller voir votre mère, lui faire vos derniers adieux et l'embrasser une dernière fois, et cela vous a été refusé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Et profitez-en pour dire votre sympathie à votre famille. Je vous remercie d'avoir cité ça. J'ai jamais parlé de problèmes personnels. J'ai pas eu le privilège d'enterrer mon père. Bon, les faits, c'est un choix. Ce qu'on a fait, c'est un choix. Donc, quelquefois, c'est difficile, mais c'est le prix à payer. J'ai appris aussi aujourd'hui que notre frère Abdelhachawi a perdu son père, aujourd'hui même, et il ne peut pas l'enterrer, donc je ne suis pas le seul. Et je ne sais pas, j'aurais aimé, mais c'est le prix à payer.